C'était une matinée éclatante à Montré, cette grande ville où les gratte-ciels d'acier et de verre semblaient se disputer les rayons du soleil. Le ciel, d'un bleu limpide, baignait les rues d'une lumière dorée. Les cafés de coin débordaient déjà de conversations, de rires et d'odeurs de croissants chauds. Au milieu de ce ballet citadin, Damien Leclerc avançait d'un pas sûr, costume impeccablement taillé, montre brillante au poignet, attaché-caisse en main. À 48 ans, Damien incarnait la réussite telle que la société l'admirait. Directeur général d'un grand cabinet de conseil, il était reconnu pour son intelligence stratégique et sa rigueur exemplaire. Les journaux économiques citaient parfois son nom, ses clients lui faisaient confiance les yeux fermés, et ses collaborateurs le craignaient autant qu'ils le respectaient. Chaque jour, à la même heure, il franchissait les portes automatiques du Centre Horizon, un immense bâtiment de verre qui dominait le quartier financier de Montré. Son bureau se trouvait au 24e étage, offrant une vue panoramique sur toute la ville, un symbole silencieux de son ascension. Le bureau de Damien reflétait sa personnalité. Sobre, méthodique, ordonné. Une grande table en bois sombre, un ordinateur dernier cri, quelques dossiers classés avec une précision chirurgicale. Sur le mur, plusieurs distinctions professionnelles rappelaient ses succès, tandis qu'une unique photo de famille, posée dans un cadre argenté, contrastait avec l'austérité du lieu. Élise, sa femme, et Lucas, leur fils unique, souriant devant la mer, à une époque où tout semblait encore possible. Mais Damien regardait rarement cette photo. Il préférait se plonger dans ses tableaux de chiffres, ses courbes de croissance, ses échéanciers, des choses qu'il pouvait maîtriser. La journée s'annonçait longue. À 9 h, une réunion stratégique. À midi, un déjeuner avec un client important. À 16 h, la présentation d'un projet majeur qui pouvait lui ouvrir la voie vers un poste à l'international. Tout était planifié, millimétré, sous contrôle comme toujours. Et pourtant, depuis quelques semaines, une fatigue étrange s'était installée en lui. Pas une simple lassitude physique, mais une sorte de vide silencieux, une absence de goût pour les choses qu'il aimait jadis. Il l'attribuait au surmenage, à la pression, à l'âge peut-être. Il refusait d'y voir autre chose. Dans l'ascenseur, un jeune collaborateur le salua d'un ton admiratif. « Toujours le premier arrivé, monsieur Leclerc. Vous ne dormez jamais. » Damien esquissa un sourire discret. « Le succès ne dort pas, » répondit-il machinalement. Mais au fond, il aurait voulu pouvoir dire le contraire. Lorsqu'il arriva à son étage, il prit un instant pour observer la ville par la baie vitrée. Les tours étincelaient sous le soleil, les rues grouillaient d'énergie. Tout semblait vivant, vibrant, sauf lui. Il inspira profondément, repoussa cette pensée, puis s'assit à son bureau. Le cliquetis de son clavier remplit l'espace, monotone, régulier, presque hypnotique. Dehors, le jour se levait pleinement sur Montré, promettant à chacun un nouveau départ. Mais pour Damien, cette lumière ne faisait qu'éclairer un peu plus la solitude dans laquelle il s'était enfermé sans même s'en rendre compte. Il ne savait pas encore que bientôt, tout ce qu'il croyait solide allait vaciller, et que cette tour de verre, symbole de sa réussite, deviendrait le théâtre de son effondrement intérieur. Les jours passaient et se ressemblaient pour Damien. Le matin, il arrivait avant tout le monde au bureau, un café brûlant à la main, prêt à affronter les réunions, les décisions et les chiffres qui dictaient sa vie. Le soir, il rentrait tard, souvent lorsque la ville s'endormait déjà. Il trouvait la maison plongée dans une semi-obscurité, le silence seulement brisé par le tic-tac de l'horloge du salon. Élise l'attendait parfois dans la cuisine, assise devant une tasse de thé refroidi. « Tu travailles trop, Damien. Tu vas finir par t'épuiser. » Il répondait toujours la même chose, d'un ton fatigué. « Je fais ça pour nous, pour Lucas, pour que rien ne manque. » Mais au fond, Élise savait que Damien ne travaillait plus pour eux depuis longtemps. Il travaillait pour lui-même, pour cette image qu'il avait bâtie, cette reconnaissance qu'il ne pouvait plus abandonner sans se sentir vide. Lucas, leur fils, âgé de 18 ans, s'éloignait lui aussi. L'adolescent voyait son père comme une ombre, une présence lointaine qu'il croisait parfois dans les couloirs. Un soir, alors que Damien révisait une présentation importante, Lucas entra dans le bureau. « Papa, tu viendras à ma remise de diplôme, vendredi. » « Vendredi ?» fit Damien sans lever les yeux de l'écran. « Je vais voir, je suis en déplacement à Lyon. Je te dirai. » Lucas resta silencieux quelques secondes, puis sortit sans un mot. Ce soir-là,
Damien ne se rendit compte de rien. Mais c'était la dernière fois que son fils lui demandait quelque chose. Les week-ends se succédaient, monotones. Élise, fatiguée de ses silences, commença à sortir seule, puis à parler de pause, de distance nécessaire. Damien, lui, continuait d'avancer, enfermé dans son monde d'objectifs et de performances, convaincu que le bonheur viendrait après. Mais ce après n'arriva jamais. Sous la carapace du cadre parfait, l'homme s'effritait lentement. Il n'avait pas remarqué que son succès avait vidé sa vie de tout ce qui comptait vraiment. Et bientôt, le destin allait lui rappeler, brutalement, que tout ce qui brille finit par s'éteindre. Un matin d'hiver, alors qu'il s'apprêtait à animer une conférence, Damien sentit une douleur aiguë lui transpercer la poitrine. Il tenta de la dissimuler, serra les dents, continua à parler, mais sa vision se troubla. Quelques minutes plus tard, il s'effondra dans la salle de réunion, sous le regard paniqué de ses collègues. À l'hôpital, après plusieurs examens, le verdict tomba, cancer du pancréas, stade terminal. Le médecin, grave, posa doucement sa main sur celle de Damien. « Je suis désolé, monsieur Leclerc. Nous pouvons ralentir la progression, mais il faut être lucide. Il vous reste peut-être quelques mois. » Le monde s'effondra autour de lui. Damien, l'homme fort, l'homme sûr de lui, sentit le sol se dérober. Les mots quelques mois résonnaient dans sa tête comme un écho sans fin. Les jours suivants, il tenta de reprendre sa routine. Il voulait croire qu'il pouvait continuer, comme si de rien n'était. Mais la douleur, les traitements, la fatigue l'en empêchèrent vite. Ses collègues commencèrent à l'éviter, mal à l'aise. Et chez lui, le silence s'épaississait. Élise, dévastée, s'éloigna peu à peu, incapable de supporter le déclin de cet homme qu'elle avait autrefois admiré. Lucas, de son côté, ne supportait pas de le voir diminuer. Il cessa de venir le voir. Damien resta seul, dans une maison trop grande, avec pour seule compagnie le bruit du vent dans les rideaux et le tic-tac incessant de l'horloge. Il comprit enfin, trop tard, que toute sa vie avait été construite sur du sable. Les semaines passèrent, lentes, douloureuses. Élise finit par partir quelques jours chez sa sœur, elle ne revint jamais. Lucas, étudiant à l'université, répondit de moins en moins aux messages de son père. Damien cessa d'appeler. Il n'en avait plus la force. Un soir, il s'assit devant la photo de famille posée sur la table basse. Les visages souriants le fixaient, figé dans un bonheur disparu. Il sentit les larmes lui monter aux yeux, des larmes qu'il n'avait pas versées depuis des années. Pour la première fois, il ne se sentit plus puissant, ni respecté, ni admiré. Il se sentit simplement humain, vulnérable, fatigué, et terriblement seul. Peu à peu, il trouva un étrange apaisement dans cette solitude. Il sortait marcher au lever du jour, observait la lumière, les arbres, les visages inconnus dans la rue. Des choses simples qu'il n'avait jamais pris le temps de regarder. C'est à ce moment-là qu'il décida que sa mort, elle, aurait un sens. 8 mois plus tard, la rumeur de la maladie de Damien et de sa fortune fit surface. Élise et Lucas revinrent à Montré, sous prétexte de prendre de ses nouvelles. Mais leur regard trahissait autre chose. La curiosité, la convoitise, la peur de ne rien hériter. Damien, amaigri, les accueillit avec un sourire doux. « Vous tombez bien, dit-il simplement. Je viens justement de régler mes affaires. » Ils échangèrent un regard complice, soulagé. Ils pensaient qu'il leur laissait tout, la maison, les comptes, les placements. Pendant le dîner, Élise parla d'avenir, Lucas de projets. Damien les écoutait, silencieux, presque amusé. Il n'y avait ni colère ni rancune dans ses yeux, seulement une paix tranquille. Quelques jours plus tard, ils furent convoqués chez le notaire. La lecture du testament les laissa sans voix. Damien avait tout légué non pas à eux mais à une fondation pour les enfants malades. La maison, les économies, les actions. Tout devait servir à construire un centre de soins gratuits pour les familles défavorisées. Élise pâlit. Lucas resta muet, incapable de comprendre. Le notaire lut la dernière phrase du testament à voix haute. « À ceux qui m'ont oublié, je laisse le souvenir. À ceux qui n'ont rien, je laisse tout. » Ce soir-là, Élise et Lucas quittèrent le bureau du notaire sans un mot. Damien, lui, s'éteignit paisiblement quelques semaines plus tard, dans un petit hospice, entouré d'enfants qui l'aidaient à sourire malgré la douleur.
Son dernier regard fut pour la lumière du matin, celle-là même qu'il n'avait jamais pris le temps d'admirer autrefois. Et dans le silence, il comprit enfin. Ce n'est pas ce qu'on possède qui compte, mais ce qu'on laisse derrière soi.